Bienvenue à Prepping en temps de crise. Mon nom est Vic Survivaliste et nous sommes le jeudi 28 juillet 2022. Bonjour, il me fait plaisir de vous accueillir à nouveau pour l'opus 5 de Prepping en temps de crise. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous parler de l'énergie solaire, de ce que c'est, de comment ça fonctionne, de comment on peut s'en servir et aussi mon expérience personnelle. Et en deuxième partie, il sera question de la pénurie alimentaire planifiée. Oui, c'est encore du conspirationnisme. Chut. En cette époque de verdure, d'énergie verte, de vert de gris et de toutes sortes de variétés de couleurs de la nature, je veux vous parler de l'énergie solaire. L'énergie solaire qui a été la cause des problèmes actuels de l'Allemagne, la cause des problèmes actuels de plusieurs pays qui ont décidé de mettre de côté une énergie qui est constante, prévisible, pour adopter une énergie qui est partielle, imprévisible et surtout absolument non fiable. Pourquoi alors se tourner vers l'énergie solaire, diriez-vous? Il y a un tas de bonnes raisons pour ça, et c'est spécialement pour nous, les preppers, que ça peut devenir intéressant. Mais attention, souvenez-vous de ce que je vous disais. Quand on parle de préparation, on parle de préparation en étendue et en profondeur. Ça, disons que le solaire, c'est dans la périphérie de l'étendue. Je ne parle pas des petites installations pour recharger des portables ou des petits appareils. Là. Je parle d'installations pour alimenter une maison ou un lieu d'habitation. Alors, bien écoutez, on commence. Qu'est-ce que l'énergie solaire? C'est un moyen de produire de l'électricité en utilisant les rayons solaires qui sont convertis en courant électrique par des cellules photovoltaïques. Le courant produit est un courant continu, par opposition au courant alternatif. Et ça a de l'importance, mais vous allez le voir plus tard. Je vais donner des détails, vous allez comprendre la différence. Pourquoi on utiliserait l'énergie solaire? Bien, tout simplement parce que nos sociétés sont intensément électrifiées. La panne électrique qui va faire arrêter tous les systèmes qui n'ont pas de système autonome, eh bien, ça met tout à terre. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Pour les preppers, pour nous, c'est vraiment plus une question d'autonomie électrique. Vous savez, tout est énergie. Vous avez besoin de vous chauffer, vous produisez ou vous utilisez de l'énergie. Vous avez besoin de déplacer un truc dans un véhicule. Ça vous prend de l'énergie. Bien, l'électricité, c'est une forme d'énergie. Ne pas confondre avec source d'énergie. Une source d'énergie, c'est ce qui permet de produire de l'énergie afin d'accomplir un travail. La forme d'énergie, c'est, si vous voulez, le travail lui-même. Je sais que beaucoup de survivalistes ont la fantaisie de la petite maison dans la prairie. On se lève de bon matin, il fait noir, on allume la lampe à l'huile, ou la bougie, et on se fait déjeuner sur le petit poêle à bois avant d'aller faire une dure journée de labeur. Et on revient à la maison à la fin de la journée, on mange et on dort, parce que c'est la saison qui le commande. Dans la réalité, oui, on peut vivre sans courant électrique, mais ça amène son lot de complications et de problèmes. Par exemple, la conservation des aliments au frais, elle est impossible, à moins d'utiliser des vieilles techniques, et ça n'arrivera jamais à la température d'un frigo, et encore moins d'un congélateur. Une question de sécurité aussi. L'éclairage électrique, c'est fameux, c'est extraordinaire. Un interrupteur, et voilà, on voit clair. On appuie encore sur l'interrupteur, tout devient noir. Les communications radio, communications téléphoniques. Évidemment aussi, le confort. Les maisons qui sont chauffées
à l'électricité, comme au Québec, ben, c'est une température égale à l'année. Et celles qui sont utilisées avec les maisons qui utilisent des fournaises ou d'autres moyens de chauffage du gaz, eh l'électricité est essentielle pour assurer la circulation de l'air. Donc oui, le confort est électrique. Et évidemment, l'électricité nous permet d'augmenter nos capacités. Ça nous permet de recharger des batteries. Ça nous permet d'actionner ce qu'on appelle les power tools, les outils électriques, les perceuses, les raboteuses électriques, et nommez-les, il y en a une tonne. Pour les preppers, pendant longtemps, la seule solution alternative à la panne de courant, c'était la génératrice, ou comme disent les Européens, les groupes électrogènes. C'est valable, c'est bien, mais c'est une solution qui est limitée par l'accès au carburant. Que ce soit du gaz naturel, du propane, de l'essence, du diesel, dans tous les cas, si ça consomme 5 litres à l'heure et que vous avez 50 litres en réserve, eh bien, dans 10 heures, vous n'aurez plus d'électricité. Pendant très longtemps, l'énergie solaire était vraiment très, très chère. Les batteries étaient très chères, les panneaux solaires étaient très chers et les équipements pas très performants. Mais depuis quelques années, on assiste à une véritable démocratisation du solaire. Le prix des panneaux a chuté, la capacité des panneaux a considérablement augmenté, le rendement aussi, le prix des équipements périphériques a lui aussi baissé. Les équipements ont eux-mêmes évolué. Avant, ça demandait beaucoup de connaissances techniques. Et maintenant, il y a des équipements qui pallient à notre absence de connaissances. Et évidemment, il y a des nouvelles technologies qui sont apparues en matière de batterie et en matière de ce qu'on appelle les MPPT ou de contrôleurs, si vous voulez. On va tout détailler, tout ça. Dans tous les cas, l'énergie solaire, ça demeure du luxe, parce que c'est quand même onéreux. Mais c'est un luxe qui est accessible à plus de gens par rapport à il y a 10 ans ou il y a 15 ans. L'évolution de la technologie solaire a été, je vous dirais, un facteur vraiment révolutionnaire. Avant, on achetait des panneaux, on les fixait, on installait des câbles conducteurs de courant vers le contrôleur, qui est un MPPT par exemple. Et le contrôleur, il ajuste le courant, il essaie d'optimiser le rendement des panneaux. Et ensuite, il prend ce courant-là, le met au bon voltage et l'envoie vers le chargeur de batterie ou vers l'onduleur. Le chargeur de batterie charge les batteries. Et l'onduleur, lui, prend le courant des batteries et le convertit en courant alternatif de 120 ou de 240 volts. Ça, c'est pour l'Amérique du Nord. Il y a des voltages différents un peu partout dans le monde. Maintenant, on a toujours des panneaux. On a toujours des câbles conducteurs, mais cette fois-ci, on a la possibilité d'avoir des appareils qu'on qualifie de tout en un. Ils vont recevoir le courant des panneaux. Ils vont ajuster le voltage ou l'ampérage. Ils envoient le courant vers les batteries. Ils chargent et gèrent les batteries afin de prolonger leur durée de vie. Ils convertissent le courant ajusté en courant continu vers du courant alternatif de 120 ou de 240 volts, c'est-à-dire le courant que vous utilisez dans vos maisons. Et certains peuvent même recevoir du courant de ce qu'on appelle la grid, le réseau électrique, pour une utilisation immédiate ou pour charger les batteries quand le soleil est couché et que vos batteries sont vides. Ça, c'est des appareils qu'on peut programmer. Une fois qu'ils sont programmés, ça opère tout seul. Il n'y a plus de gestion à faire. Moi, je me suis lancé dans l'aventure du solaire il y a à peu près 1 an. À l'origine, je voulais peut-être pour 1000 ou 1200 watts de panneaux qui m'auraient donné une production quotidienne de 6 à 7,5 kWh par jour dans les journées aux conditions idéales. Et je voulais avoir des batteries pour 2 ou 3 kW, juste pour être 2 ou 3 kWh.
juste pour être capable de faire fonctionner des petits appareils et un frigo, par exemple. Je voulais aussi pouvoir alimenter un poêle au granule et puis peut-être pouvoir regarder des films pour que les enfants ne s'emmerdent pas pendant les longues pannes d'électricité. Alors, j'ai fait des recherches, évidemment. J'ai rapidement décidé de monter à 2000 watts et d'avoir des batteries pour 5 kWh. C'est bien. À partir de là, j'ai décidé ce que je voulais. J'ai commencé mes démarches chez les détaillants et les installateurs. Et c'est là que ça s'est compliqué. J'ai consulté un détaillant qui est aussi installateur. Lui me proposait 5000 watts de panneaux et de m'inscrire au programme de mesurage net d'Hydro-Québec. Hydro-Québec, pour les Européens, c'est notre fournisseur qui a un quasi-monopole en matière de distribution d'électricité et aussi de production. Donc, le principe du mesurage net, c'est pas exclusif au Québec, ça existe ailleurs. Vous produisez plus d'électricité que vous n'en consommez, ça vous est crédité. Et quand vous consommez plus d'électricité que ce que vous produisez, c'est débité. Et à la fin de l'année, vous avez des économies en argent. Mais voilà, ça ne s'arrête pas là. Lui, le fournisseur me demandait à peu près 20 000 $ pour pouvoir avoir une installation qui me permettait d'embarquer sur le mesurage net. J'ai dit, mais où est-ce que je signe? Et puis là, j'ai quand même fait mes recherches après. Et là, j'ai réalisé que ceux qui sont sur ce programme-là, quand ils vivent une panne d'électricité d'Hydro-Québec, eh bien, l'électricité s'arrête aussi dans leur maison. Pour une raison tout à fait simple, si la panne arrive le jour, les panneaux envoient de l'électricité dans le système, et s'il y a des installateurs, des réparateurs qui travaillent sur les lignes électriques, eh bien, ce courant-là va se ramasser sur les lignes électriques. Il n'y en est pas question, donc, par sécurité, tout s'arrête. Alors, je me suis dit, what the fuck? Moi, je veux de l'autonomie. Je ne veux pas juste baisser ma facture d'électricité. Ça, c'était une considération secondaire. Je veux de l'autonomie 100% du temps. Alors, j'ai fait d'autres recherches. Et j'ai décidé d'y aller pour 5280 watts de panneaux. Je vais vous donner les prix en même temps. Ça m'a coûté 4600 $. 10 kW de batterie, 4800 $. 1200 $ en câble, en connecteur et en quincaillerie pour fixer les panneaux sur la structure qui va les supporter, qui les supporte. 900 $ en matériaux pour la structure elle-même, 600 $ en panneau électrique secondaire. C'est un deuxième panneau électrique qui est dans ma maison. J'ai aussi acheté 2 onduleurs hybrides tout en un de la marque Gros Watt pour 2200 $. Et je ne fais pas de la publicité pour Gros Watt. Je l'ai payé de ma poche. Et j'ai aussi acheté 2 devices de protection contre les impulsions électromagnétiques. Ça va, tout ce qui va être branché derrière les panneaux électriques va être protégé. Et j'arrive avec tout ça, avec un électricien aussi, environ à peu près autour de 15 000 $. Mon setup n'est pas terminé, évidemment, là, mais c'est ça, je sais. J'ai le contrôle sur les prix, sur les matériaux que j'avais besoin. Mon installation en tant que telle, puisque je voulais de l'autonomie à temps plein et que je ne voulais pas dépendre d'Hydro-Québec et devoir m'arrêter de consommer de l'électricité, j'ai fait une installation dite hybride. C'est-à-dire mes gros appareils dans la maison, qui sont le chauffe-eau, la sécheuse à vêtements et les thermopompes, restent connectés sur Hydro-Québec directement. Donc, si j'ai une panne de courant, les appareils que j'ai nommés vont s'arrêter. Et puis, j'ai construit un deuxième réseau à l'intérieur de ma maison qui est relié à un deuxième panneau. Autrement dit, j'ai déplacé les câbles de
toutes mes prises murales et de tous mes éclairages vers le deuxième panneau. Ce panneau-là n'est pas relié à Hydro-Québec. Par contre, il est relié à mes deux appareils gros watts qui, eux, fournissent le courant pour les prises et l'éclairage de ma maison et aussi la pompe à eau, évidemment. Ça fait en sorte que, quoi qu'il arrive, j'ai toujours de l'électricité. Si je suis durant la journée, ben, l'électricité que je consomme passe directement de mes panneaux vers les appareils qui les consomment ou vers les lumières ou les prises. S'il manque de soleil, eh bien là, ça va puiser dans mes batteries. Et si j'ai épuisé les batteries et qu'il fait nuit, ben, mes appareils ont la possibilité d'aller chercher du courant directement d'Hydro-Québec, mais évidemment de ne pas le retourner à Hydro-Québec. Ce qui fait que c'est tout à fait sécuritaire pour tout le monde. Et moi, je ne manque jamais de courant. Mon installation devrait me permettre, je n'ai pas testé encore, là, mais théoriquement, là, c'est 20 kWh pendant l'hiver pour les journées ensoleillées. Ça, c'est la production totale de la journée. Et 35 kWh l'été. Tout ça est encore théorique. Je n'ai pas fait des vérifications. Il me reste encore des trucs à finaliser. Donc, c'est une installation qui est hybride, qui n'est pas typique. Et ça, la majorité des installateurs, eux, vont faire du on-grid ou du off-grid, c'est-à-dire relié au réseau électrique avec le programme de mesurage net ou complètement séparé du réseau électrique. Moi, je voulais avoir de l'électricité en tout temps et que je n'ai pas besoin d'actionner un levier pour que mon électricité soit sourcée de mes batteries plutôt que d'être sourcée de la grille d'Hydro-Québec. Et ça, ben, les installateurs ne font pas ce genre d'installation-là typiquement. D'où l'importance pour vous de vous documenter très sérieusement sur les systèmes photovoltaïques, sur l'électricité produite à la maison avec des panneaux solaires, sur les équipements. Puis écoutez, là, on ne parle pas de 2 ou 3 heures. Là. On parle facilement d'une centaine d'heures à regarder des exemples. Vous pouvez faire par vidéo sur YouTube. C'est valable. Il y en a quelques-uns qui sont très, très bien. Malheureusement, c'est en anglais. Mais j'imagine qu'il y en a des francophones qui peuvent parler de toute leur installation photovoltaïque et faire des vidéos récurrentes. Mais en tout cas, moi, j'ai appris avec les vidéos en anglais et tout est couvert, tous les cas de figure sont envisagés, toutes les configurations. C'est vraiment très enrichissant. Et en regardant ces vidéos-là, vous comprenez comment ça fonctionne et vous comprenez aussi quelle sorte d'appareil, quelle sorte d'équipement vous avez besoin d'installer chez vous pour remplir les objectifs que vous avez fixés. Donc, moi, comme je vous ai dit, avec cette installation-là, j'ai 100% d'autonomie. Je n'ai aucune contrainte d'hydro. Je vais utiliser très probablement toute ma consommation parce que mon setup est fait en sorte que tous les appareils, les éclairages courants vont être d'origine solaire. Et ça peut aussi comprendre les frigos, les congélateurs aussi. Là. En fait, pas ça peut. Ça comprend les frigos et les congélateurs. Si j'ai plus de courant dans mon système, eh bien, j'ai Hydro-Québec qui me sert de grosses batteries. Et tout ça, automatiquement. C'est mon MPPT, mes 2 appareils gros watts, qui vont prendre la décision de la source d'électricité. Quand il voit que ma batterie est assez faible et qu'il n'y a pas d'électricité qui vient des panneaux, il décide automatiquement de prendre le courant avec le réseau électrique. Ça se fait de manière transparente. Et moi, j'ai aucun moyen de savoir d'où vient mon électricité, à moins d'aller voir sur mes appareils qui vont m'indiquer très, très nettement
d'où vient l'électricité. C'est d'une simplicité désarmante une fois qu'on connaît tout ça. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est pour tout le monde? Non. Si vous êtes locataire, une installation comme la mienne, c'est impossible. Vous pouvez néanmoins vous acheter un petit panneau, un petit MPPT tout en un qui va faire le travail, et vous mettez ça sur votre balcon, si évidemment l'ensoleillement est suffisant, et vous avez une petite source d'électricité. Si vous mettez une batterie, évidemment, vous avez une petite source d'électricité qui va vous permettre un fonctionnement minimal. Par exemple, recharger des petits appareils, même regarder des films sur la télé. Ça dépend toujours de vos capacités, évidemment. Si vous avez un appareil d'1 kilowatt, une batterie d'1 kilowatt, la télé, ça va durer peut-être 2 heures, 2 heures et demie, pas plus. Mais l'idée, c'est d'y aller à votre échelle et surtout de bien connaître vos moyens. Moi, j'ai fait une erreur qui n'est pas très onéreuse. Ça fait une différence de 500 ou 600 $ maximum. Mais j'ai fait une erreur. J'ai acheté mon premier gros watt, qui a une capacité de 3000 watts, avant de changer d'idée et d'y aller pour une installation de 5280 watts. Et j'ai dû acheter un deuxième gros watt pour être capable de prendre la charge que mes panneaux vont envoyer dans mes appareils tout en un. Et si j'avais encore mieux fait mes devoirs, c'est-à-dire bien étudier mes besoins, bien étudier ce qui existait et me brancher avant de commencer à acheter, j'aurais acheté un autre modèle qui est fabriqué par Gros Watt. Ceci dit, il y a Gros Watt, mais il y a d'autres marques aussi qui font du tout en un et qui sont fort valables. Peut-être un peu moins bons, peut-être un peu mieux. Ça dépend vraiment de l'opinion de chacun. Je ne saurais pas me prononcer. Moi, j'ai lu des revues et ça me disait que ces équipements-là étaient bons. Il y en a une autre sorte aussi qui est aussi bien cotée que Gros Watt, dont le nom m'échappe. Enfin, n'oubliez pas aussi que c'est de l'électricité. Si vous jouez avec du 12 volts, ça va être bien difficile de vous électrocuter avec ça. 12 volts, 300 ampères, à moins d'avoir une plaie ouverte puis de mettre les câbles directement dedans, là, vous ne prendrez pas de choc électrique. La peau résiste facilement à 12 volts, ça ne laisse pas passer le courant. Dans le courant alternatif, un 12 volts, un courant alternatif, c'est pas très puissant. Vous allez plus avoir du 120 et plus, et ça, c'est dangereux. Donc, avant de relier quoi que ce soit à votre maison, ça vous prend un électricien pour l'installation de la boîte électrique, de la deuxième, et pour faire des branchements, et pour vérifier que le courant circule bien, que les fils ne chauffent pas, que vous avez le bon calibre de fil. Et ça c'est pas difficile. Si vous faites vos devoirs correctement, vous allez être capable de trouver les bons fils, le bon câblage pour les charges que vous allez faire circuler dedans. Et maintenant, les questions qui sont généralement posées. Est-ce qu'on peut chauffer une maison avec du solaire? La réponse est non. Vous pouvez temporairement utiliser le courant produit par les panneaux solaires. Vous pouvez vous mettre une installation de 30 kW si vous voulez. Mais quand il n'y a plus de lumière solaire, il n'y a plus de chauffage. Et là, ça va dépendre des batteries que vous avez installées. Et si vous voulez installer des batteries suffisantes pour chauffer une maison pendant 3 jours, si par exemple il n'y a absolument aucun courant qui est produit par vos panneaux, ça va vous coûter une fortune. Ça se fait, mais ça va vous coûter une fortune. Moi, j'ai 10 kW de batterie. Ça vous prendrait peut-être quelque chose comme 100 ou 120 kW de batterie pour un climat comme le Québec. Donc, n'y pensez pas. L'autre chose aussi, et c'est ce que j'ai découvert assez rapidement,
on économise beaucoup d'argent dans le solaire en réduisant notre consommation. Si vous faites la lutte au gaspillage, vous allez voir la quantité d'électricité qu'on gaspille pour rien et prendre des habitudes très saines de n'ouvrir la lumière que si on en a besoin, de la refermer immédiatement après, de ne pas laisser de lumière fonctionner inutilement. Et puis, pour le séchage du linge, ben, il y a les bonnes vieilles cordes à linge ou les séchoirs sur lesquels on pend les vêtements. C'est quelques petits exemples, mais ça finit par faire une différence à la fin. Et évidemment, est-ce que vous devez avoir des cuisinières électriques ou des cuisinières au gaz? Eh bien, au gaz. Au gaz, parce que le gaz, vous pouvez contrôler la quantité que vous stockez. Moi, je cuisine au gaz et j'ai pour 3 à 4 ans de consommation qui est stocké dans mon gros réservoir. Donc ça, là-dessus, ça va. L'ennui avec les cuisinières électriques, c'est que ça consomme aussi beaucoup de courant. Et ça va vous drainer 2 kilowatts de vos réserves alors que vous en avez, disons, 10 comme moi. Alors, c'est pas l'idée du siècle. Et ça fait partie des initiatives de diminution de la consommation électrique, de ne pas utiliser d'électricité pour tout. Ben écoutez, ça fait le tour, je pense. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment sur le solaire. Bon, fantasme n'est peut-être pas le bon mot, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui contemplent l'idée et qui aimeraient en avoir. C'est bien, mais c'est beaucoup plus important d'avoir pour 1 an de nourriture de réserve et les moyens d'avoir de l'eau pendant 1 an. Après, quand vous avez vraiment bien développé votre plan survivaliste, vous pouvez commencer à penser à du solaire ou de commencer par du petit solaire et éventuellement de grossir assez pour être capable de vivre 365 jours par année en ne dépendant que de vos panneaux, avec un confort réduit, bien évidemment. On se retrouve de l'autre côté de la pause musicale et, comme disait l'autre, reach out, touch, earth. Alimentaire mondiale.
Vous vous souvenez, je vous ai dit que Joe Biden l'avait annoncé, que Justin Trudeau l'avait annoncé. Eh bien, pour une fois, ils n'ont pas dit de mensonge. C'est vrai. C'est tellement vrai qu'ils prennent les moyens pour l'organiser. Du moins, pour être totalement honnête, je n'ai des indications que pour Justin Trudeau. Vous savez ce qui se passe en Hollande actuellement. Et c'est en train de se répandre encore un peu partout. Les agriculteurs doivent couper leur consommation d'azote de 30 %. Autrement dit, ils doivent réduire l'usage des engrais. Or, nos sociétés modernes ne sont capables de nourrir tant de gens que parce que nous avons des engrais. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, les engrais, c'est pas bon pour le sol. » C'est tout à fait vrai. Mais là, c'est ce qu'on a. Si on les enlève, on peut peut-être espérer faire une récolte, peut-être 2, en alternant les cultures. Mais après ça, la terre va être complètement appauvrie. C'est une direction qu'on a prise à une certaine époque. Ça semblait être l'idée du siècle à ce moment-là. Et ça va tant qu'il y a de l'engrais. Mais là, il en reste de l'engrais. Seulement, le gouvernement hollandais a décidé de se priver volontairement d'engrais pour sauver la planète. Bon, on ne voit pas en quoi ça peut réduire les gaz à effet de serre, parce qu'après tout, l'azote, on en respire. Et c'est même principalement ce que nous respirons, avec 78 % d'azote dans la composition de l'air. Donc, pourquoi réduire l'azote? Ça, on le sait, parce que des gens ont fait des recherches. Moi, évidemment, je ne sais pas tout, mais je sais chercher. Et des gens ont fait des recherches et ils ont mis à jour que la réduction d'utilisation des engrais, ça faisait partie du plan du Forum économique mondial, aussi appelé WEF ou World Economic Forum. Donc, est-ce que ça sert à des fins écologiques? Pas sûr. Est-ce que ça sert à des fins idéologiques? Très possiblement. Est-ce que ça sert à des fins politiques? Absolument. Si on diminue la production alimentaire, on diminue la quantité d'aliments disponibles. On crée une rareté. Et c'est une rareté tout à fait artificielle. Ce n'est pas faute d'être capable de produire, c'est parce qu'on refuse de se donner les moyens de produire. Donc, le prix des aliments s'envole, les aliments deviennent plus rares. On est obligé de se priver de viande. On est obligé de se priver des aliments qui sont des végétaux. Et là, ça devient beaucoup plus facile de pouvoir contrôler un pays. On n'a qu'à simplement diminuer l'apport en nourriture et soudainement toutes les velléités de révolution ou d'agitation s'éteignent parce que les gens ont faim. On a déjà affamé volontairement des populations. Dans certains cas, ça a donné lieu à des révolutions. Pensons aux révolutions françaises. Je dis « oh » parce que il y en a eu plusieurs en quelques années qui se sont succédés les unes aux autres. Contrairement à quand on parle de la Révolution française, c'est fou, il y en a eu plusieurs. Et ce qui a déclenché l'agitation des paysans, c'est la hausse du prix des aliments, du pain, et la volonté des bourgeois de Paris d'agiter la population et de l'armer. Aussitôt après la prise de la Bastille, évidemment, ces armes-là ont été rachetées, ce qui fait que on a donné les armes gratuitement, on a donné de l'argent pour reprendre les armes. Les gens à Paris étaient heureux, ils avaient de l'argent pour manger. Enfin, ça, c'est une toute autre histoire. Le fait est que si on réussit à contrôler l'alimentation, on va être capable de pouvoir contrôler aussi le reste de la vie. C'est la base.
On voit dans plusieurs pays où c'est déjà commencé, le Sri Lanka notamment, mais partout, il y a eu des problèmes, des catastrophes qui ont perturbé, par exemple, l'acheminement des vivres. Ça a toujours, toujours, toujours dégénéré. Et quand ça quand ça dégénère, qu'est-ce qu'on fait quand on est un gouvernement? Eh bien, on appelle la loi martiale et ça permet d'exercer un contrôle absolu sur la société. C'est dans les plans du Forum économique mondial. Et voilà que en Hollande, c'est Rutte qui dirige le gouvernement et qui a introduit cette loi-là qui va permettre aussi d'exproprier les agriculteurs. Et c'est la fin de la libre entreprise et de la liberté en Hollande. Mais Justin Trudeau a le même projet de loi qu'il va déposer bientôt, qui va lui permettre de réduire l'usage d'azote de 30%. Et bon, avec tout le reste, pratiquement un copier-coller de la loi qu'on trouve dans les Pays-Bas. Et d'autres pays ont cette réduction-là dans leur projet. Quand on se retrouve avec plusieurs pays qui font la même chose en même temps, au nom des mêmes objectifs, est-ce qu'on doit croire que les leaders de ces pays-là ont eu une soudaine illumination et ont jugé que ce serait bon d'appliquer une mesure similaire à celle des voisins? Ou alors, est-ce que c'est parce que ils se sont consultés? Ou mieux encore, est-ce que c'est parce qu'on leur a dit que c'est maintenant qu'ils devaient faire ça? N'oubliez pas que Klaus Schwab s'est vanté d'avoir des gens à lui dans la majorité des gouvernements occidentaux. Trudeau est un Young Global Leader. Freeland, la vice-première ministre, une nunuche, est aussi Young Global Leader. Jagmeet Singh, qui est le chef du parti NPD, qui est aussi, sinon plus à gauche que le Parti libéral de Trudeau, et qui forme une sorte de gouvernement de coalition avec Trudeau, ce qui leur permet d'avoir la majorité. Lui aussi, c'est un Young Global Leader. Quel hasard! Et dans la course au leadership du Parti conservateur, Pierre Poilievre, qui mène la course, a John Baird comme chef de campagne, qui est aussi un Young Global Leader. Alors, ils sont partout. Ils sont partout. Ils appliquent les mêmes mesures partout pour arriver, évidemment, au même résultat. Et le résultat qui est visé en bout de ligne, c'est la gouvernance mondiale. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, il y avait été question pour les pays de l'ONU d'abandonner leur souveraineté sanitaire aux mains de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ça n'a pas passé, c'est une chance, mais écoutez, ils vont revenir à la charge. Comme en France, quand Sarkozy a essayé de faire passer l'Union européenne, ça a été non. Il est revenu après, il s'est arrangé pour que ce soit un oui. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'OMS, le grand boss, le grand Manitou de l'OMS, a proclamé la pandémie de la variole du singe, qui touche à peu près, à ce moment ici, peut-être 20 000 personnes, dont 98% d'entre eux sont homosexuels ou bisexuels et ont eu des relations avec d'autres hommes. Donc, c'est une clientèle essentiellement masculine et homosexuelle, ou qui a eu des actes homosexuels après un échange de fluides. Et bon, c'est pas aussi facile qu'ils disent de transmettre la variole du singe. Or, le grand Manitou a décidé ça après que le conseil de l'OMS, qui comptait 9 personnes, s'était prononcé à 6 contre 3 en défaveur de la proclamation d'une pandémie. Autrement dit, ces conseillers n'étaient pas d'accord et 2 tiers d'entre eux ne jugeaient pas que c'était justifié.
Et je crois que c'est eux qui avaient raison, évidemment. Mais lui, bon, c'est lui le patron. Il a décidé de proclamer ça, donc ça va amener tout un lot de mesures qui vont être déployables à volonté par les gouvernements afin de réduire la transmission de ce dangereux virus et de cette plaie. Parlant de plaie, on dirait qu'on est dans les 7 plaies d'Égypte. Hein? C'est drôle. Et je dis ça et me revient en tête la fameuse phrase de Pierre Hillard: le fond de l'histoire est toujours religieux. Parce que oui, il y a un fond religieux derrière le WEF et toutes ces autres organisations-là. Donc, Trudeau ne nous a pas menti. On va avoir une réduction de la production qui va entraîner une rareté d'aliments, qui va entraîner de la disette ou de la famine. C'est selon. Est-ce que le Canada est à l'abri d'une famine? Eh bien non. On serait porté à croire que oui, mais non. La majorité, peut-être pas la majorité, mais une bonne partie de nos aliments sont importés. Oui, on exporte beaucoup en contrepartie. Par exemple, le blé, on va en exporter. Le porc, le Québec est un leader dans l'exportation du porc. Eh bien, s'il nous manque de quelque chose, on va exporter moins de porc, puis on va manger plus de porc. Et on va exporter moins de blé, on va manger plus de blé. De la farine, du pain. Si on est chanceux, peut-être des gâteaux. Ben oui, il y a justement une personne très célèbre qui a répondu, quand on lui a annoncé que les gens n'avaient plus de pain, elle aurait répondu qu'il mange des gâteaux. Bon, ça c'est pour la chronique. Ça a l'air qu'elle n'a pas dit ça pour vrai. C'est pas important, c'était juste pour faire un clin d'œil. Mes amis, nous allons assurément vers une rareté alimentaire. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous en prémunir? C'est pas important d'être convaincu que c'est une rareté volontaire. C'est pas important d'être convaincu que ce sont des gens mal intentionnés qui font ça pour du cash. Ou d'autres vont dire qu'ils font ça pour réduire la population. Ou d'autres vont dire qu'ils font ça pour la gouvernance mondiale. La finalité, elle peut peut-être être intéressante à connaître, mais voyez-vous, vous et moi, on n'est pas dans le secret des dieux. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens qui prennent des moyens pour réduire la production alimentaire et donc l'accès aux aliments. Ça, c'est plus grave, parce que on peut réduire l'accès aux aliments en taxant le blé, en taxant la viande, en taxant toutes sortes de trucs. Il y a d'autres moyens, en réduisant les importations et en ne se fiant que sur les importations, pas les importations, mais la production locale. Plein de moyens. Mais se priver de production alimentaire, c'est sine qua non. C'est définitif. La tonne de céréales qui n'est pas produite ne pourra pas être mise sur le marché. Ça veut dire que, par exemple, si un bateau qui transporte du blé à travers l'Atlantique tombe sur une tempête et coule, eh c'est des milliers de tonnes de blé qui ne nourriront plus personne. C'est des centaines de milliers de personnes qui n'auront pas de pain. Et là, la flambée des prix, le recours aux aliments alternatifs, la flambée des prix des aliments de rechange, ça ne finit plus. Ça déstabilise une économie d'une manière incroyable. Mais vraiment incroyable. À l'époque, par exemple sous l'Ancien Régime, quand il y avait des pénuries, le roi faisait changer... le prix du pain restait le même. C'est la quantité de pain obtenue qui était réduite. Mais il y avait des alternatives et tout ça. Il n'y a pas eu de réelle famine. Mais là, on prend tous les moyens pour en avoir une. 30% d'engrais. En 2 ou 3 ans, là, c'est fini. Hein? C'est une perte nette de production de 30%. Bon, certains vont se mettre au bio. Et puis, ils vont se mettre aux engrais naturels. Mais les engrais naturels, on n'a plus les troupeaux de bovins qu'on avait parce qu'il y en a beaucoup qui vont avoir été abattus. Parce qu'on ne pourra pas les nourrir suffisamment. Parce qu'on a coupé l'azote de 30%.
C'est maléfique. Maléfique comme façon de penser. Mais qu'est-ce que vous faites? Comment vous allez faire face à ça? Avez-vous commencé à stocker? Là, ça s'appelle, l'émission s'appelle Prepping en temps de crise. Pas Prepping avant la crise. Pas Prepping en cas de crise. C'est Prepping en temps de crise. On est dedans. On est dedans. On en a jusqu'au cou. Et ça continue de monter. Si vous n'avez rien préparé, mais qu'est-ce que vous attendez, bordel? Je sais. Je sais. Il y a des contraintes d'argent, il y a toutes sortes de contraintes. Mais là, si vous avez la moindre petite marge de manœuvre ou la moindre possibilité de vous créer une petite marge de manœuvre, ben, allez vous chercher des aliments en réserve. Allez vous chercher des aliments que vous allez pouvoir conserver longtemps. Achetez, au pire, là, achetez n'importe quoi qui est en rabais. Même si ce n'est pas vos aliments préférés, mieux vaut manger quelque chose qu'on n'aime pas que ne pas manger du tout. C'est la logique, c'est la base de tout. Oui, je sais qu'en survivalisme, on a toujours dit aux gens, achetez ce que vous mangez. Mais si vous n'avez rien préparé à date, ou trop peu, ben on ne peut plus se permettre le luxe de manger des trucs qui nous plaisent. Et il faut aller à l'essentiel, c'est-à-dire juste manger, obtenir des calories, obtenir des nutriments. Sérieusement, allez-y. S'il y en a parmi vous qui me disent « Ben, j'ai rien fait, j'ai attendu, là, ben, quittez mon émission sur le champ. » Vous me faites honte. Non, je le dis en riant, mais sérieusement, c'est le temps de s'y mettre. Puis même si les aliments, vous vous dites « Ah, ça a tellement augmenté depuis l'an passé. Tel truc coûte 30% de plus. Tel autre coûte 25%. Tel autre, le prix a doublé. » Oui. Oui. Mais qu'est-ce que vous pensez que ça va être l'an prochain? Ça va encore avoir augmenté. Et tout ce qui va être issu du sol, comme végétaux, les céréales et légumineuses, bonne chance. Puis ça va venir aussi avec la viande. Hein? Là, déjà qui veulent nous faire manger des sauterelles et des insectes dégueulasses. Puis avez-vous remarqué, dans la même semaine, on est sorti avec plusieurs vedettes qui ont fait des stunts à la TV, où on les voit manger des insectes. Comme ça. Et c'est arrivé dans plusieurs pays en même temps. Comme par hasard, comme tout le reste. Comme tout le reste. Et puis là, cette semaine, ils ont commencé là, à parler du cannibalisme. Que c'était peut-être acceptable, le cannibalisme. Voyons donc, sacrement. Je crois que ceux qui préparent tout ça, non seulement ils veulent nous faire crever, mais ils veulent nous humilier avant de mourir. C'est du pur mal, avec un grand M. Du pur mal. Ils ne vous laisseront pas de chance. Personne ne va vous laisser de chance. Prenez-vous en main, stockez. Là, il y a beaucoup d'aliments, là. Chaque année, ils sont obligés de jeter de la nourriture parce qu'il y en a trop de produits. Est-ce que c'est bien le gaspillage? Ben non. Mais quand on en a plus, on est capable de nourrir tout le monde. C'est comme si vous machinez une pièce de métal. Vous partez avec un bloc, puis vous arrivez avec, je sais pas moi, un engrenage. Ben, vous êtes obligé de prendre beaucoup plus de métal, puis d'enlever des morceaux, d'enlever, pour finalement rester avec la pièce machinée qui va être utile. Il y a du gaspillage de métal, c'est vrai. Mais vous avez un résultat qui va permettre à une machine-outil de fonctionner. Bien, la nourriture, c'est pareil. Mieux vaut en produire plus. Puis écoutez, si on jette la nourriture, si on est un petit peu brillant, on va l'acheter dans la nature
ce qui fait que ça ne sera pas perdu pour tout le monde. Ça va réengraisser la terre, ça va être digéré par les bactéries, ça va être mangé par d'autres animaux, à moins qu'on fasse tout pour qu'elle soit disponible à personne. Mais enfin, ça, je peux pas vous le dire, j'en sais pas assez. Mais, bordel, ne perdez pas de temps. Si vous avez des vacances, ben dépensez un peu moins dans vos vacances. Puis gardez-vous quelques centaines de dollars ou d'euros pour aller acheter de la farine, des pâtes, des trucs de base qui vont vous permettre de vous donner des calories, puis de faire le pont entre les récoltes. Parce que pas de récolte, rayon vide dans les supermarchés. C'est sur cette note un peu tragique, malheureusement, et pessimiste, que se termine l'émission. J'espère vous avoir donné matière à réflexion. J'espère vous avoir poussé vers l'action, parce que c'est des gens comme nous qu'on a intérêt à favoriser. On ne demande pas des traitements de faveur de l'État ou de qui que ce soit, mais j'aime mieux, si des gens doivent mourir, disons-le comme ça, j'aime mieux que ce soit des gens ordinaires qui meurent plutôt que des preppers, des survivalistes, des autonomistes, car ce seront eux qui seront plus adaptés au monde qui va suivre. Et ça fait des gens dont on a plus de certitude, qui vont être capables de survivre sur le long terme et qui vont porter une idée d'autonomie et de responsabilité personnelle. Là-dessus, je vous remercie d'avoir été présent. Soyez prudents. À la prochaine.